Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma méthode pour créer une application IA en vibe coding. Donc vibe coding, c'est le fait de générer des applications, générer du code en discutant avec une IA. Donc il y a plein de manières de faire, il y a plein d'outils qui existent. Aujourd'hui, je vais un peu vous faire une grande synthèse. J'ai tourné cette vidéo un peu en mode mini formation pour vous partager tout ce que vous devez savoir pour vous lancer et surtout pour éviter les erreurs majeures qu'on peut voir des personnes qui se lancent en mode vibe coding. Ok. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, on va voir rapidement une petite introduction de la différence entre le no-code et le vibe coding, comprendre surtout en termes de structure technique, c'est-à-dire comment on structure un projet quand on veut le développer en no-code versus quand on veut le développer en mode vibe coding. Donc encore une fois, avec juste du code derrière. On va voir vraiment la différence et les avantages aussi de l'un et de l'autre. Pourquoi passer au vibe coding? Donc si par exemple vous avez déjà des projets no-code ou vous créez des projets, des outils en no-code, pourquoi il y a un intérêt à passer au vibe coding ou pourquoi c'est plus intéressant de rester juste en no-code? On va voir aussi parce que j'ai fait beaucoup les deux. Quels outils utiliser? Voilà, pareil, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, même en termes de builder IA, en termes d'outils à utiliser pour créer son SaaS. On va passer un petit peu tout en revue et je vais vous partager les outils que moi je recommande. Et ensuite, ma méthode en 6 étapes pour se lancer, donc de A à Z, jusqu'à avoir une V1 que vous pouvez déjà déployer et partager à vos utilisateurs. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc évidemment, restez bien attentifs. L'idée, c'est qu'on passe 20-30 minutes ensemble pour tout couvrir. Encore une fois, tout ce que je vais vous partager sera disponible dans la description. Vous pouvez y accéder dans la communauté MicroSaaS Founders. Donc, c'est une toute nouvelle communauté que j'ai lancée pour regrouper toutes les personnes qui s'intéressent au sujet des micro-SaaS. Donc, les micro-SaaS, c'est comme des SaaS, si vous voulez, c'est comme des applications, des outils, mais qu'on va vraiment cibler pour une niche bien précise, dans un marché bien précis. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir pricer notre application de manière bien plus élevée que la majeure partie des SaaS. Et on va pouvoir mettre en place des types de business models, des types de stratégies différentes des SaaS classiques qui nous permettent d'être beaucoup plus stables, d'avoir des revenus beaucoup plus importants dès le départ. Et en fait, on a le meilleur des deux mondes. On a le meilleur du monde du service et on a le meilleur du monde du SaaS qu'on regroupe un peu en mode micro-SaaS. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous pouvez rejoindre gratuitement pendant 7 jours, déjà accéder à toutes les ressources, à la fiche pratique notamment que je vais partager dans cette vidéo, plein d'autres choses, des réductions sur des outils, plein de ressources gratuites, d'autres formations, etc. Donc vous pouvez accéder à tout ça seulement dans la communauté si ça vous intéresse. Et on va tout de suite du coup commencer avec le vif du sujet. Donc juste avant de passer à la partie un peu plus théorique, etc., il faut savoir que du coup, tout ce que je vais vous partager là aujourd'hui, je l'ai mis en place pour développer mon dernier micro-SaaS que j'ai lancé la semaine passée qui s'appelle ChatBlock. Et donc l'idée, c'est aussi de vous montrer le résultat que vous allez pouvoir potentiellement obtenir avec cette méthode. Donc c'est un micro-SaaS, un petit SaaS que j'ai développé rapidement en 7 jours et que j'ai pu publier et j'ai très vite déjà récupéré des premiers abonnements. Donc au final, j'ai investi juste mon temps, donc je n'ai pas investi d'argent dans le développement et j'ai déjà pu récupérer des abonnements mensuels qui vont tomber maintenant tous les mois. Et je n'ai pas encore énormément poussé l'outil. L'idée, c'était de très rapidement publier une V1, puis voir un petit peu les retours des utilisateurs et l'optimiser en fonction. Et donc, vous voyez que là, donc, ChatBlock, c'est quoi? C'est un outil un générateur de chatbot IA pour créer de jolis chatbots que les utilisateurs peuvent partager à leurs prospects ou leurs clients pour générer des leads. Okay, c'est un outil spécifique plus axé sur la génération de leads, ce qui n'est pas possible quand on crée un GPT, par exemple. On ne peut pas demander aux utilisateurs de mettre leur email pour récupérer les informations, le WhatsApp, l'email, etc. Et pareil, on peut aussi avoir un suivi des conversations qui se déroulent avec le chatbot pour optimiser notre chatbot, pour avoir des informations aussi intéressantes à propos de notre marché, etc. Tout ça sont des fonctionnalités qu'on n'a pas de base dans les outils de chatbot classiques et que j'ai voulu développer à la base pour moi et qu'ensuite, évidemment, j'en ai fait un vrai outil. Donc, voilà, je vous inviterai à tester, je vous donnerai le lien. Encore une fois, c'est aussi disponible dans la communauté. Vous pouvez démarrer gratuitement et créer un compte gratuit en passant par la communauté. Et vous allez pouvoir vous créer des chatbots. Ici, on peut discuter avec un chatbot. Et en fait, ce qui se passe avec la génération de leads, c'est que le système demande d'insérer un email pour pouvoir continuer.
Voilà, et si j'insère mon mail, ensuite, je débloque le chatbot, comme ceci. Voilà, et ensuite, le chatbot continue sa discussion. Et ensuite, évidemment, à vous d'optimiser un chatbot pour un besoin bien précis. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vous partagerai d'ailleurs un chatbot que j'ai créé avec cet outil que vous allez pouvoir vous-même utiliser gratuitement dans le cadre de cette vidéo. Okay, je ne vais pas passer en détail, je vous mettrai une vidéo démo si ça vous intéresse. Mais en gros, voilà, vous pouvez créer des chatbots, vous pouvez voir les statistiques de votre chatbot, vous pouvez exporter les conversations, vous pouvez récupérer des contacts. Grâce à ça, il y a plein de méthodes d'optimisation. On peut donner des titres, des messages par défaut qui sont affichés, des instructions évidemment. On peut choisir un modèle IA, on peut choisir le modèle qu'on veut, un système d'opt-in, des styles très différents aussi. On peut choisir des styles Messenger, WhatsApp, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, c'est l'outil que j'ai développé en une semaine avec la méthode que je vous partageais et qui ensuite va pouvoir être rentabilisé dans le temps. Du coup, si on passe à la partie no-code versus vibe coding, donc pour ceux qui ont peut-être déjà développé des projets en no-code ou pour ceux qui se demandent s'ils doivent passer en vibe coding ou plutôt commencer en no-code, on va voir un petit peu justement cette partie-là parce que moi, je fais encore les deux aujourd'hui et je forme aussi sur les deux. Donc, c'est un sujet que je connais quand même assez bien. Si on est sur une méthode un peu no-code, j'en ai déjà parlé, mais personnellement, si je devais lancer un tout nouveau projet no-code, je partirais sur cette stack-là et cette stratégie. C'est-à-dire qu'au niveau de la base de données, j'utiliserai Airtable. Ensuite, cette base de données Airtable, donc elle va héberger toutes les données de mon application et elle va déclencher des automatisations vers N8N. N8N qui serait du coup la partie entre guillemets back-end, c'est-à-dire un peu le cerveau de mon application qui pourrait réaliser tout un tas d'actions comme connecter à Apify, on peut aller faire plein de call API, on peut aller automatiser plein de choses avec LinkedIn, Instagram, WhatsApp, tout un tas de choses. On peut se connecter à OpenAI pour l'IA, on peut se connecter à toute la suite Google, comme pour stocker des documents dans Google Drive par exemple, etc., etc. Donc beaucoup de choses sont possibles via N8N déjà. Et ensuite, ce N8N remet les données dans la base de données Airtable qui est connectée à une interface client. Donc ça, c'est la seule partie visible de l'iceberg pour les utilisateurs. Et cette interface client, moi, je conseille de la créer avec Zeit. J'en ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur la chaîne YouTube. De faire ça avec Zeit et ça va être la seule partie accessible par l'utilisateur et cette interface est connectée à notre base de données Airtable qui héberge les données. Okay, et Zeit est très performant pour pouvoir être intégré et synchronisé avec Airtable. Donc très souvent, je conseille d'utiliser Zeit quand vous utilisez Airtable. Okay. D'ailleurs, Zeit qui est déjà un outil un petit peu de vibe coding, parce qu'on va écrire avec une IA qui va nous générer notre interface client. Les avantages du no-code, on a une meilleure maîtrise des outils. Vous allez bien mieux maîtriser évidemment les outils parce qu'on est sur du no-code. Donc, on peut gérer notre base de données Airtable. On peut comprendre un petit peu la fonctionnalité. On peut on peut créer nos colonnes nous-mêmes, les configurer. Enfin, tout est compréhensible. Pareil pour N8N, vous allez créer vos automatisations. Donc, vous allez mieux maîtriser et comprendre ce que vous créez. Et donc, pour le gérer derrière, pour les améliorer, pour régler des potentiels bugs, vous allez avoir plus simple. Et vous allez aussi pouvoir, du coup, rapidité d'exécution, ça va dépendre du projet. Mais si on est sur un projet relativement simple à mettre en place, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite avec le no-code parce que vous allez pouvoir mettre en place quelques petits outils, les combiner ensemble et très vite avoir une solution 100% fonctionnelle. Là où parfois avec du code, soit si vous avez la bonne méthode, ça peut aussi aller assez vite, mais si vous faites ça mal, vous allez retrouver avec quelque chose de trop complexe pour votre besoin. Donc si on a des besoins un peu moins complexes, je partirai sur du no-code. Évidemment, le fait de pouvoir utiliser notamment des templates tout faits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer des templates. Par exemple, moi, je partage beaucoup de templates N8N, Airtable, etc. Vous pouvez récupérer des templates déjà créés par des créateurs ou des experts dans des domaines et les réadapter pour votre micro-SaaS et gagner du temps comme ça. Si on passe maintenant au vibe coding, voici la structure que moi je conseille et que je préconise pour quelqu'un qui veut se lancer dans le vibe coding. Donc vibe coding, encore une fois, on va vraiment créer une vraie application avec du code derrière. Et donc on va suivre un peu les règles classiques du développement d'application comme si on recrutait un développeur. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de discuter avec un développeur, on discute avec une IA. Mais la finalité est la même et la structure et l'architecture de notre application doit être la même. On doit suivre les principes de base. Et le problème avec la plupart des gens qui font du vibe coding, donc vibe coding classique,
On connaît tous Lovable, enfin la plupart d'entre vous, vous devez sûrement connaître Lovable. Il y a Bolt également. Gemini aussi récemment dont on parle pas mal. Voilà, tout ça, ce sont des outils de vibe coding. Vous allez discuter avec une IA et il va vous générer votre application. Mais vous n'allez pas du tout gérer l'architecture, la structure de votre code, etc. Et donc ça, c'est justement un des dangers déjà quand on se lance, c'est qu'on n'a aucune compréhension et aucune maîtrise sur ce qu'on est en train de créer. On laisse juste Bolt et Lovable tout gérer et on espère juste que ça fonctionne et qu'il fasse ça bien. Là où, si vous comprenez un minimum l'architecture et que vous préparez ça bien, vous allez pouvoir à la fois mieux maîtriser et comprendre ce que vous créez et surtout pouvoir bien plus l'optimiser sur le long terme et éviter des bugs éventuels parce qu'au moins vous savez ce que vous créez. Donc ça, c'est un élément c'est un des éléments les plus importants pour moi sur le vibe coding. Et donc, personnellement, la structure que je préconise, c'est qu'on va développer évidemment son front-end et son back-end dans un même projet. Donc, surtout quand on démarre, on ne va pas créer deux projets différents, on ne va pas se prendre la tête. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a vraiment une logique de front-end, back-end. Okay, front-end, c'est la partie visible de l'iceberg. Okay, c'est ce qui va être affiché sur le navigateur de votre utilisateur, où il va pouvoir créer un compte, il va pouvoir se connecter, visualiser votre application. Là où le back-end, c'est plutôt le cerveau de votre application, c'est toute la logique qu'il y a derrière, et c'est un peu le cœur aussi de votre outil, parce que c'est là où tout se passe. Okay, et du coup, c'est grâce à des outils comme Lovable, Bolt, Gemini, il y a Cursor, on va en parler un peu plus par après, des outils que moi je conseille, mais c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir générer le code de notre front-end et de notre back-end. Okay, et quand on démarre, moi je vous conseille de tout mettre dans un seul projet, donc de combiner le front-end et le back-end dans un seul projet, dans un seul dossier et tout mettre au même endroit. Mais si à un moment donné plus tard, vous scalez et vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus stable et de plus facile à gérer, ça devient intéressant de séparer le front-end et le back-end dans deux projets différents parce qu'en cas de bug, en cas d'erreur, etc., vous allez avoir beaucoup plus facile à gérer les problèmes, les erreurs si vos deux parties de code sont séparées. Mais au démarrage, on va tout faire dans un seul projet. De toute façon, ça c'est l'IA qui se charge évidemment de gérer tout ça. Et du coup, en termes de langage, pour le front-end, moi je conseille d'utiliser du Next.js. Alors, il ne faut pas connaître le langage, il ne faut pas le comprendre, etc. Il ne faut pas savoir coder. Par contre, c'est intéressant d'être décisionnaire du code et du langage que vous allez utiliser parce qu'il y a dans certains cas, il y a un intérêt. Et moi, personnellement, donc des différents tests que j'ai faits, je préconise le Next.js parce qu'il y a une communauté beaucoup plus grande, il est facilement intégrable, notamment avec l'outil qu'on va utiliser pour déployer. Je le trouve plus facile à gérer, plus facile à utiliser pour aller très très vite dans le développement. Et il y a beaucoup aussi de templates qui existent déjà, beaucoup de ressources déjà disponibles sur ce langage. Donc personnellement, j'utiliserai le Next.js pour la partie front-end. Et ensuite, pour le back-end, on est aussi en partie sur du Next.js, mais on va aussi utiliser du coup du Node.js. C'est toujours du JavaScript. Et donc l'intérêt, c'est qu'on reste sur du JavaScript. Que ce soit sur le front-end et le back-end, on reste sur une logique de JavaScript et on ne va pas changer de type de langage. On pourrait éventuellement utiliser du Python pour le back-end, pour des besoins un peu plus complexes. Mais quand on démarre, surtout vos premiers projets, faites au plus simple. Vraiment essayez d'avoir une stack technique la plus simple possible. Et donc ça, c'est des informations que vous ne devez pas connaître et maîtriser, mais vous devez les comprendre pour pouvoir les communiquer à l'IA pour qu'elle utilise notamment par exemple du Next.js et du Node.js pour le code de votre application. Et à partir de là, la suite, c'est l'IA qui se charge de tout faire. Et donc typiquement, un des problèmes qu'on va avoir avec Lovable, Bolt, etc., c'est qu'on ne pourra pas leur demander de créer ça en Next.js et Node.js parce qu'ils ont leur propre code, enfin ils utilisent un langage et vous verrez, vous pouvez tester et ils vous diront si vous voulez créer ça avec ce langage, essayez d'aller voir sur un autre outil ou faites-le par vous-même. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir un plan dès le départ pour savoir ce que vous allez créer et avoir une maîtrise sur ce que vous faites. Voilà, ça c'est pour le code de notre application. Donc, on va le développer avec un des outils ici. On verra, je vous partagerai après moi ce que je vous conseille. Et donc, notre front-end, c'est la partie visible. Le back-end, c'est le cerveau. Et ce cerveau peut être connecté du coup à plein d'outils. C'est lui qui va déclencher des appels API ou des automatisations comme pourrait faire notre N8N. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir le connecter à Stripe, à OpenAI, à Recent qui est un outil pour toute la partie notification email,
à Apify, encore une fois, pour faire des automatisations, etc. Et ça, on va pouvoir fournir les outils et les communiquer à l'IA qui va aller faire toutes les connexions à notre place. Ensuite, en termes de base de données, donc c'est là qu'on va héberger toutes les données de notre application. C'est aussi cet outil-là qu'on va utiliser pour toute la partie authentification, stockage de documents, etc. On va utiliser un seul outil qui va tout faire. Et cet outil, du coup, c'est Supabase. Encore une fois, de ce que j'ai comparé, il y a MongoDB aussi qui existe. Mais encore une fois, si on veut simplifier et utiliser le moins d'outils possible, on utilise Supabase parce qu'il rassemble à la fois l'authentification, à la fois le stockage de données et à la fois le stockage de fichiers, documents, etc. Donc, c'est encore une fois, j'aime bien les outils tout en un qui nous permettent de simplifier notre stack technique. Et donc, cet outil base de données, donc Supabase, va être connecté avec notre application, notre back-end, qui va pouvoir aller faire du stockage de données, faire des appels API, déclencher des actions, etc. vers notre base de données. Ça, encore une fois, c'est l'IA qui va se charger de tout mettre en place pour nous. Une fois qu'on a pu mettre en place et qu'on a développé le code de notre application, on va pouvoir le stocker quelque part, on va pouvoir créer un projet qui va rassembler tout le code de notre application. Et pour faire ça, on va du coup utiliser GitHub, qui est un outil évidemment très connu dans le monde du développement, du code, etc. C'est un outil, c'est un peu comme une grande librairie où vous allez pouvoir stocker tous les projets de vos applications. Et ensuite, c'est très facilement intégrable avec plein d'outils, notamment l'outil qu'on va utiliser pour déployer notre application, qui va être Vercel. Okay, donc Vercel, c'est un outil qui va permettre d'afficher et de rendre exploitable le code de votre application à n'importe qui. Okay, donc il va récupérer votre code que vous avez stocké sur GitHub et il va le rendre disponible via une URL, okay, donc chatblock.ai. Les gens se rendent dessus et ils peuvent accéder à votre application, l'utiliser, etc. C'est la face, encore une fois, visible de l'iceberg pour vos utilisateurs. C'est ici qu'ils vont pouvoir accéder à votre application. Okay, donc ça, c'est la structure que moi, je vous conseille d'utiliser pour lancer vos projets en vibe coding. Encore une fois, vous pouvez aussi faire un screenshot, le partager à l'IA et elle peut vous aider à mettre en place tout ça, mettre en place la stratégie, le plan d'action pour y arriver. Encore une fois, le tout, c'est de ne pas savoir le faire aujourd'hui avec l'IA, c'est de comprendre et d'être l'architecte. On est des architectes, on pense, on réfléchit à l'idée et à comment le mettre en place. Et ensuite, c'est l'IA qui peut être comparée à un maçon, à un développeur, etc., qui va vraiment exécuter notre plan d'action. Mais il faut être maître de ce plan d'action et ne pas laisser, selon moi, l'IA faire notre plan à notre place. Et comme ça, vous allez avoir une bien meilleure maîtrise sur le long terme de votre application. Et d'ailleurs, pourquoi on utilise Supabase ici et pas Airtable? Parce que Supabase, en termes de scalabilité, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, on va pouvoir stocker beaucoup plus de données, ça va nous coûter beaucoup moins cher. D'ailleurs, on peut commencer en gratuit avec Supabase. Là où avec Airtable, vous devrez d'office être déjà en payant minimum à $20 par mois pour commencer. Donc, même $24 par mois. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on utilise un outil gratuit qui est un peu plus technique, évidemment. On ne va pas pouvoir jouer avec comme avec un Airtable. C'est pour ça qu'encore une fois, un peu moins de maîtrise, mais par contre plus de scalabilité et plus de robustesse. Les avantages du vibe coding, selon moi, on est sur un système beaucoup plus scalable et plus flexible, évidemment. On n'a pas de vraies limites de technique ou de scalabilité. Il faut juste mettre en place les bons outils, la bonne architecture pour pouvoir tenir le coup. C'est moins coûteux si vous avez vraiment beaucoup de volume que du no-code. Du no-code, le problème du no-code, c'est que ça peut être très vite au début, mais c'est juste que ça devient un problème si vous avez vraiment beaucoup de volume. Mais c'est très bien pour démarrer. Et ensuite, vous pouvez faire une transition vers du vibe coding si vous commencez à avoir vraiment beaucoup de volume. Moi, c'est ce que j'ai fait pour, par exemple, mon outil de prospection LinkedIn. À un moment donné, j'ai commencé à avoir trop d'utilisateurs avec trop de volume à gérer. J'ai dû créer une version 100% code pour pouvoir bien mieux gérer le volume de demande. Donc voilà. Et aucune limite technique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite possible, tout est possible en vibe coding. À partir du moment où vous avez la bonne méthode pour la mettre en place, ça reste du code. Donc derrière, tout est possible. Okay, voilà pour la différence entre le no-code et le vibe coding. Je pense que c'était important aussi de mettre un peu ces bases-là. Et maintenant, je vais vous partager ma méthode en 6 étapes pour vous lancer. Donc, si vous avez une toute nouvelle idée de projet, je ferai des vidéos d'ailleurs sur comment avoir une bonne idée de micro SaaS qui a du vrai potentiel. Mais voilà, partons du principe que vous avez une idée, que vous voulez vous lancer. Je vais vous partager les 6 étapes que moi je suivrai. La première, ça va être de générer les instructions qu'on va fournir à notre builder IA.
Et pour générer ces instructions, moi, je vous conseille de passer par l'IA pour le faire, en fait. De ne pas le faire vous-même à la main, parce que l'IA va être beaucoup plus complète que vous pour générer des instructions sur votre idée. Et elle va aussi vous poser les bonnes questions et s'assurer que tout soit là pour pouvoir bien préparer en tout cas déjà votre prototype. Et ensuite, je vous montrerai quel outil on va utiliser pour créer le prototype de notre application. Du coup, justement, ça, c'est l'occasion de vous montrer aussi l'utilisation directe de ChatBlock. Et je vous ai inséré un lien, encore une fois, qui sera disponible sur la fiche pratique, donc dans la communauté Microsoft Founders. Vous allez pouvoir accéder à un ChatBlock que je vous ai mis en lien. Voilà, qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est le principe aussi de ChatBlock, c'est qu'on peut créer des pages web un peu sympas avec des widgets sur le côté. On peut permettre aux gens de cliquer, d'accéder à un réseau. Je peux rajouter une vidéo, je peux rajouter du texte, etc. sur la gauche. Vous voyez, ça rend aussi l'utilisation d'un chatbot un peu plus sympa que juste accéder à un GPT où on n'a aucune maîtrise sur ce qu'on veut afficher. Parce qu'après, ici, vous pouvez partager des ressources comme moi je suis en train de faire là et partager vos réseaux sur la gauche, votre call to action, un lien pour prendre un rendez-vous avec vous, par exemple, et aussi récupérer les emails ici. Alors moi, pour l'exemple, vous ne devrez pas mettre votre email, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Et donc, ce que vous faites ici, c'est que vous accédez à ce chatbot et vous répondez aux différentes questions qu'il vous pose. Moi, je l'ai déjà fait juste avant la vidéo pour ne pas vous faire perdre du temps. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc, quel est le nom de ton app que tu souhaites créer? J'ai nommé Content IA. Comment décrirais-tu en une ou deux phrases l'objectif principal de Content IA? Voilà, donc là, je l'ai fait en vocal. Hein. Alors, l'objectif principal de Content IA, c'est de générer du contenu pour LinkedIn grâce à l'IA. OK, est-ce que tu peux me lister quelques fonctionnalités? Et donc là, pareil, moi, je vous conseille de toujours travailler en vocal. Donc, moi, j'utilise Whisper pour ça. Vous avez aussi une fonctionnalité vocale directement sur le chatbot. Et vous parlez. Et quand on discute, on va toujours donner plus de détails qu'en écrivant. Donc, je vous conseille toujours de partager ça en parlant, si vous pouvez. Ensuite, vous expliquez vos fonctionnalités. Ensuite, il va vous demander le style que vous voulez pour votre application. Encore une fois, on va aller très très vite. Il vous fait un petit résumé, il vous demande si c'est OK. Et ensuite, il vous génère les instructions complètes à utiliser pour démarrer et créer un prototype. Okay, j'ai formaté ce chatbot pour vraiment être en mode prototype front-end, juste pour avoir un aperçu de ce qu'on veut créer. Et c'est ça la première étape importante de notre application. C'est d'abord de créer un prototype. On va pouvoir un petit peu jouer avec les boutons, les différentes pages, les sections, etc. Juste pour un peu visualiser ce qu'on va vouloir créer avant de le créer. Comme ça, on a une bonne idée de ce qu'on veut faire. On crée une maquette, un prototype. Okay, pour ceux qui utilisent Figma, c'est pareil. Sur Figma, on fait des maquettes, des prototypes. Mais aujourd'hui, les builders IA sont tellement rapides, ça donne déjà très, très vite des résultats. Alors, on peut directement utiliser ces builders IA pour créer notre maquette. Okay, donc, on copie les instructions que nous ont générées le chatblock. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je les ai copiées dans Gemini 3, donc dans Google AI Studio. Ils ont sorti un modèle Gemini que je trouve très, très, très bon pour créer justement notre maquette. Parce qu'il crée très vite quelque chose de beau, de fonctionnel. Il y a un côté design design du UX et front-end qui est très très bon, je trouve, sur Gemini. Et donc je trouve que c'est le meilleur outil pour démarrer et avoir très vite un truc qui ressemble à quelque chose. Donc vous voyez ici, j'ai collé exactement ce que je viens de vous montrer. Hein. C'est exactement le texte que m'a fourni le chatblock. J'ai rien mis d'autre. Okay, vous voyez que j'ai juste inséré ça. Et il m'a directement générer mon application que je peux ensuite tester. Je peux aller voir les différentes pages. Il m'a mis des styles que je peux générer, des templates, une base de savoir où je peux importer des documents. Et ensuite, j'ai un générateur IA où je peux mettre le sujet de mon post, une description, choisir un profil, un template. Et ensuite, je peux générer mon post. Okay. Alors là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Dans certains cas, ce qui est bien avec Gemini, c'est qu'ils connectent directement, automatiquement leur IA Google. Donc, dans certains cas, ça peut même directement fonctionner. Voilà, vous voyez ici, ça fonctionne directement. Évidemment, ça ne va pas être tip-top, mais quand même, j'ai absolument rien fait à part juste mettre une instruction. J'ai un système où je peux aller copier directement le texte. J'ai un peu un aperçu en mode LinkedIn. J'ai même des petits boutons pour liker, commenter, etc. Enfin bref, c'est directement déjà très beau. J'ai déjà une application potentiellement sympa, jolie, que je pourrais présenter. Ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est que vous discutez avec Gemini pour optimiser la maquette de votre application jusqu'à ce que vous soyez content et que ça corresponde à ce que vous aviez en tête. Okay, donc ça, c'est juste discuter avec l'IA. Vous lui dites, voilà, sur cette page-ci,
sur la page générateur IA, je voudrais que le fond des champs soit en blanc et pas en noir comme ceci. Je voudrais rajouter tel truc. Quand je clique là-dessus, je voudrais qu'il se passe ça. Nanana. Voilà, par exemple, pour les nouveaux profils, pour l'instant, il n'a pas encore développé ça. Mais rajoute un formulaire où il faut demander ça, ça, ça. Voilà, bref, vous expliquez. C'est pour ça qu'on parle de vibe coding, c'est-à-dire qu'on développe au feeling, tout simplement. Vous allez expliquer ce que vous voulez. Et il va le faire pour vous et il va très bien le faire. Ça, c'est juste la partie marketing. Donc, on va créer un prototype. Une fois qu'on a créé ce prototype, donc si je retourne sur cette partie-ci, donc on va utiliser du coup Gemini pour créer sa maquette. Ensuite, on va exporter notre projet sur GitHub. Donc GitHub, encore une fois, c'est notre librairie où on va stocker tous les projets de nos applications à chaque fois. Et donc vous pouvez vous créer un compte gratuit sur GitHub. Je vous ai mis le lien sur la fiche. D'ailleurs, dans la communauté, vous avez, si vous voulez un abonnement payant plus tard, vous pouvez accéder à 1 an gratuit sur GitHub, sur le plan entreprise. Donc c'est un très bon avantage aussi. Mais du coup, ce qui est très pratique sur Google, c'est que vous avez un petit bouton ici, enregistrer dans GitHub. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous devez nommer le dossier, si vous voulez, le dossier de votre projet. On va le nommer Content IA, test. Une description si vous voulez, mais ça c'est facultatif. Ah non, ici il nous le demande, pardon. Automatise ton contenu. LinkedIn. Voilà. Ensuite, on fait créer un Git repo. Donc un repository, c'est un dossier. C'est le dossier de ton application sur GitHub. Voilà, hop. Il te montre les différents fichiers qu'il a créés pour l'application. On fait OK. Il a créé le dossier. Maintenant, il va insérer tous les fichiers, tous les documents qu'il a créés. Et maintenant, c'est fait. Voilà, si je vais sur mon GitHub, vous voyez que j'ai bien un répertoire qui a été créé, Content IA Test, qui reprend tout le code de mon application qui a été généré par Gemini. Okay, là, pour l'instant, on n'a encore aucune maîtrise sur ce qu'il a créé, la structure, etc. Même si j'ai regardé, il y a déjà des structures qui sont correctes, enfin, il y a une structure de base correcte, mais ce n'est pas ce qui est important, la structure pour l'instant, c'est juste la partie design et un petit peu UX de notre application. Et donc, on a notre dossier qui est créé, donc ça, c'est top. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a ça, c'est qu'on va pouvoir maintenant importer notre projet sur Cursor. Cursor, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est un builder IA, c'est aussi un outil qu'on va pouvoir utiliser pour optimiser et modifier notre application, mais c'est un outil qui est directement installé sur notre ordinateur. Donc l'énorme avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir directement travailler avec le code de l'application qui est enregistré sur notre ordinateur, dans les dossiers de notre ordinateur. Et donc on fait tout en local, on gère tout en local, on fait nos tests, etc. Et on va partager publiquement notre application que quand elle est vraiment terminée et qu'on veut la publier publiquement sur un site. On a plus de fonctionnalités sur Cursor. Pour moi, il est plus rapide. On peut utiliser n'importe quel modèle IA disponible. On n'est pas obligé de se contenter que d'un seul modèle, Gemini ou autre. Et il y a quelques petites features qui sont assez sympas que je vais rapidement vous montrer. Je vous ai mis le lien sur la fiche pour le télécharger, mais sinon vous tapez Cursor, télécharger. Vous téléchargez, c'est gratuit, vous pouvez commencer gratuitement avec Cursor. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, donc ça c'est typiquement l'exemple que j'ai avec ChatBlock, je vous montrerai dans 2 secondes après. Et donc ce que vous faites, c'est que vous allez arriver sur Cursor comme ceci, on va cliquer sur Clone Repo, et ensuite ici vous allez devoir insérer l'URL de votre répertoire GitHub. Donc pour ça, vous allez ici, dans la partie code, vous copiez cette petite URL, on va se rendre à nouveau sur Cursor, voilà, on insère l'URL. Ensuite, il va vous demander de créer un dossier sur votre ordinateur. Donc, vous faites nouveau dossier, vous faites sélectionner un répertoire. Je vais le faire ici pour le test, je le supprimerai plus tard. Voilà, on fait sélectionner. Et là, en fait, il va venir récupérer tout le code que vous avez stocké sur GitHub. Il va tout récupérer et il va venir l'afficher dans Cursor. OK. Donc là, je pense que vous ne verrez peut-être pas très bien. Hop. Vous ne verrez peut-être pas très bien la fenêtre. Je vais mettre ça comme ça. Comme ceci. Donc voilà. Et donc maintenant, vous voyez que le code de mon application est bien inséré ici. Et j'ai toute l'application qui a été générée par Gemini. Et maintenant, je vais pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et c'est à ce moment-là
qu'on va justement déjà travailler sur cette méthode d'architecture. Donc là, on va maintenant qu'on a que Cursor peut savoir à quoi doit ressembler notre application, on va lui dire, OK, mais maintenant, structure notre application de cette manière. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est d'utiliser le modèle plan, pas agent, mais le modèle plan. Et ensuite, vous lui expliquez, OK, maintenant, restructure mon application complète, analyse tout le code de mon application et restructure pour avoir une structure qui ressemble à ceci. Et donc ça, vous pouvez lui donner un screenshot de ceci, enfin de ce schéma. Ou alors, vous lui expliquez simplement, voilà, que je veux le front en Next.js. Je vais ensuite connecter Supabase, je vais le déployer sur Vercel, etc. En fait, vous êtes l'architecte et vous lui expliquez votre plan. Vous lui expliquez le plan de l'application que vous voulez créer, l'architecture. Et lui, il va se charger de tout mettre en place. Okay, donc, vous lui demandez voilà, de revoir tout le code et de réarchitecturer toute l'application, tout le code de votre application pour que ça cale à votre architecture. Donc moi, je vous ai partagé ce que je vous conseille, enfin, ce que je conseille de faire et ce que moi je fais pour mes différentes applications. Mais évidemment, à vous de choisir aussi si vous avez d'autres langages que vous souhaitez utiliser, d'autres méthodes. C'est à ce moment-là que vous le partagez et vous demandez à l'IA de créer un plan. Et vous allez voir qu'il va vous préparer tout un plan, il va vous poser des questions. Je veux le front-end en Next.js et le back en Node.js et utiliser Supabase pour la DB. Ok, je fais très simple pour vous montrer un exemple. Et vous voyez que maintenant, il a analysé tout le code de mon application et maintenant il me pose différentes questions. Voilà, quelle structure de projet souhaitez-vous? Monorepo ou repo séparé? Donc c'est ce que je mets tout dans un seul dossier où je sépare le front-end et le back-end. J'ai dit, pour démarrer, on veut faire simple, donc on va prendre un monorepo. Ensuite, comment voulez-vous gérer l'authentification? On va utiliser Supabase. Quel fournisseur IA? Voilà, on veut utiliser par exemple OpenAI pour la génération de contenu, etc., etc., etc. Et avec la fonction plan, il va vous poser plein de questions comme ça à laquelle vous allez pouvoir répondre pour bien architecturer votre application. Et ensuite, c'est lui-même qui va se charger de vous préparer une to-do list, un plan pour tout mettre en place. Il va vous demander votre clé API, si vous avez besoin pour tel truc, etc. Il va tout vous préparer et vous aider à mettre en place votre plan. Mais c'est vous qui devez définir le plan d'attaque. Okay? Une fois qu'il a défini de créer son plan ici, vous allez pouvoir déclencher la mise en place de ce plan en cliquant sur Build. Okay, et donc ça, c'était notre étape. C'est cette étape-ci. Tac. On est ici à la partie 5 où on modifie et on optimise en local avec Cursor jusqu'à ce que vous avez une V1 qui fonctionne déjà en local. Et donc en local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai montré ici avec ChatBlock, typiquement là, je suis en local, c'est-à-dire que je peux utiliser mon application sur un serveur local. Et donc pour ça, vous pouvez faire comme j'ai fait ici. Vous demandez à Cursor déploie en local et il va lancer un serveur sur votre ordinateur qui va vous permettre d'afficher votre application, de la tester, de l'utiliser, etc., de voir à quoi elle ressemble. Et ensuite, vous faites vos modifications, vous connectez tous les outils dont vous avez besoin. Et une fois que vous avez une V1 qui est plus ou moins fonctionnelle et qui correspond à vos attentes pour une première version, vous allez pouvoir passer à la dernière étape qui va être publier la version finale de votre application. Enfin, d'abord publier la version finale sur GitHub et ensuite déployer sur Vercel. Donc pour ça, quand on est sur Cursor, ici, donc vous voyez que là, il a terminé et je peux lui demander maintenant de mettre en place le plan. Okay, je ne vais pas le faire ici, pour le test, ça va prendre un peu plus de temps. Et ensuite, dans la partie droite de votre cursor, ou alors ce sera sur la gauche, vous allez pouvoir ici cliquer sur cette petite icône, qui est l'icône de GitHub. Et en fait, vous allez voir tous les différents changements, les modifications qu'a réalisé Cursor. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Commit pour mettre à jour le code de votre application sur GitHub. Ou alors, vous pouvez même demander à Cursor qu'il le fasse pour vous et il va déployer les modifications. Et du coup, sur GitHub, vous allez voir les changements apparaître. Vous allez voir qu'ici, il y a une nouvelle notification qui va apparaître en disant, mais voilà, nouvelle mise à jour et le code de votre application va être changé du coup, avec votre architecture, le langage que vous avez décidé, etc., etc. Et du coup, vous aurez votre code complètement finalisé, disponible sur GitHub. Et vous allez pouvoir, mettez bien votre code en privé pour que personne ne puisse y accéder, évidemment. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir maintenant le déployer sur Vercel. Donc Vercel, je vous ai également mis le lien sur la fiche, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et en allant sur Vercel, voilà, vous allez pouvoir très rapidement cliquer sur
Donc vous vous créez un compte, vous pouvez commencer gratuitement sur Vercel. Vous faites ajouter un nouveau projet. Vous allez pouvoir maintenant importer le GitHub que vous avez précédemment créé. Vous allez voir qu'il va vous demander de vous connecter à votre GitHub juste ici. Et il va directement retrouver tous vos projets disponibles sur GitHub et vous allez pouvoir directement importer votre projet. En cliquant sur importer, je ne vais pas le faire ici parce que c'est un dossier test, mais vous allez pouvoir cliquer sur importer et puis ensuite directement publier votre application, soit avec un nom de domaine personnalisé que vous allez pouvoir configurer, soit de vous garder une URL pour l'instant de Vercel pour partager votre application, d'abord la tester, ou alors vous connectez directement votre nom de domaine que vous pouvez aller acheter sur Hostinger, OVH ou autre type d'hébergement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir du coup une interface qui va ressembler à ceci avec votre projet directement intégré dans Vercel, la possibilité de voir votre projet directement sur une URL. Donc en fait, ça va être exactement la même version que vous aviez eue en local, sauf que maintenant elle sera disponible publiquement pour n'importe qui. Et ensuite, évidemment, vous pouvez la partager à vos potentiels utilisateurs qui créent leur compte, qui testent, etc. etc. Et donc là, on a passé toutes les étapes de A à Z pour lancer un projet en ayant de bonnes bases. L'idée, c'est vraiment, c'est pas une formation complète sur comment utiliser Cursor et d'aller dans les moindres détails, c'est vous donner un peu la big picture, le plan global à suivre, selon moi, pour créer quelque chose de solide et de robuste sur le long terme. Et évidemment, après, il y a plein d'autres choses à dire, il y a plein de stratégies, il y a plein d'astuces aussi à partager. Je pense que je ferai aussi une vidéo un peu complète sur Cursor, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. L'idée, c'est de vous donner une bonne méthode pour démarrer, tester, amusez-vous un peu, faites vos tests. Si vous avez déjà un projet de no-code, testez aussi pourquoi pas de le transférer en mode vibe coding, voir un peu ce que ça donne et les résultats que vous arrivez à obtenir. Et évidemment, après, l'idée, ce n'est pas tout de juste le créer, c'est de le vendre, c'est la distribution. Il faut après en parler autour de vous, prospecter quelques personnes dans votre réseau qui pourraient être intéressées, faites des calls de démo, voyez un peu les premiers feedbacks que vous allez obtenir et sur base de ça, vous allez pouvoir travailler sur les prochaines versions et optimiser votre solution. Voilà, finalement, tout ce qui va tourner autour de créer un business de micro SaaS rentable, j'en parle en détail dans mon bootcamp Creator. C'est un bootcamp où j'accompagne pendant 3 mois 15 entrepreneurs. Donc, on est un groupe de 15 et on travaille ensemble pendant 3 mois de A à Z, du début à la fin pour créer ton micro SaaS rentable. Okay, donc, si ça, c'est un sujet qui t'intéresse, je te mettrai aussi un lien dans la description pour voir quelle est la prochaine date disponible. C'est chaque fois des sessions de 3 mois qui sont fixées à l'avance. Tu peux t'inscrire, c'est sous candidature. Moi, ensuite, je vois avec toi si tu corresponds au profil du bootcamp et si tu as encore des places pour rejoindre. En tout cas, n'hésite pas à postuler. Si tu n'es pas pris pour le prochain, peut-être que ce sera celui d'après. C'est des bootcamps très intenses où on avance dans le même objectif de créer un micro SaaS rentable. Donc voilà pour cette vidéo. Pour la fiche pratique, j'ai tout listé aussi ici avec tous les liens, etc. Vous allez pouvoir accéder aussi au chat block que j'ai préparé pour vous. Tout ça est disponible directement dans la communauté MicroSaaS Founder. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description pour accéder à toutes les ressources, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Il y a évidemment encore beaucoup plus de ressources et d'informations dans la communauté. Je vous ai tout inséré ici. Vous avez accès à toutes les informations complémentaires. Vous pouvez y retrouver aussi une vidéo complète sur le sujet des MicroSaaS si vous vous intéressez au sujet. N'hésitez pas à aller voir. Et si cette vidéo vous a plu, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à la liker, à me laisser aussi un petit commentaire si vous avez des questions, de remarques. J'hésiterai pas à m'inspirer aussi des commentaires pour les prochaines vidéos, en tout cas pour avoir des bonnes idées pour vous aider sur ce projet, sur le développement de votre micro SaaS. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.